Nouveau, c'est par des images de guerre que va s'ouvrir ce soir Saint-Colonne, et d'une guerre qui, cette fois, nous touche de très près. Sur cette carte, en effet, s'inscrit le drame qui déchire, depuis près d'un mois maintenant, une région du monde à laquelle, par bien des fibres, nous, Français, demeurons attachés, le Maghreb algéro-marocain. En partie assuré au centre de la carte, vous voyez la zone frontière qui est l'objet du litige. Il y a 2 jours, pendant un moment, on a pu espérer que le problème était en voie de règlement. Hélas, cela n'a pas duré longtemps, vous le savez, on vous l'a dit tout à l'heure au journal télévisé, le cessez-le-feu, chèrement négocié à Bamako, n'aura duré que quelques minutes, aussitôt après lesquelles les combats auront repris plus acharnés que jamais, et surtout dans une région que jusque-là, ils avaient en partie épargnée, vers le nord, à Figuig, que vous voyez sur la carte. Voici comment, sans plus de discours, hier soir, dans son palais de Marrakech, Sa Majesté le roi Hassan II, roi du Maroc, a fait lui-même le récit de ce nouvel acte de la tragédie maghrébine. Depuis ce matin 6 heures, la ville de Figuig est l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de l'armée algérienne. Les troupes algériennes, d'après les derniers renseignements qui nous sont parvenus, ont pénétré de plusieurs kilomètres sur le territoire marocain, s'efforçant et réussissant à occuper les hauteurs dominant la ville de Figuig. Un bombardement extrêmement violent a eu lieu. On déplore des victimes parmi les civils et la petite garnison militaire qu'il y avait à Figuig. Car en fait, il n'y avait à Figuig qu'une compagnie de l'armée royale. Je souhaite que le nombre des victimes ne s'étende pas au-delà de ce qui est déjà constaté. Car c'est à partir de Figuig, justement, d'après tous les historiens, et même les plus mal intentionnés, que les problèmes de frontières commencent. Tandis que, entre Figuig et Oujda, il ne saurait y avoir de problème. On a fait donc tuer des hommes, des femmes, des enfants, des civils et des militaires. Pour quel résultat? Pour que on se retire. Mais l'armée qui a attaqué se retirera. Elle ne se retirera pas seulement avec son barda sur le dos, il se retirera avec une mauvaise conscience, avec le poids d'un péché, qui est celui d'avoir fait couler le sang après la convention de Bamako et le jour d'un vendredi, jour où tous les croyants vont à la prière et jour où tous les croyants, qu'ils soient au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans le Moyen-Orient, ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. Je ne peux pas m'imaginer ni penser que la duplicité des signataires de la déclaration de Bamako puisse arriver à ce point. Et c'est là alors que me vient à l'esprit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelle est cette main occulte, maléfique et criminelle qui cherche à accumuler entre l'Algérie et le Maroc, entre 2 peuples, des monceaux de cadavres innocents, n'ayant voulu ni se battre, ni encore moins se haïr. Certes, beaucoup pourraient me dire, pourquoi est-ce que le Maroc ne prend pas des mesures de rétorsion? Pourquoi ne voulez-vous pas, en face d'Oujda, essayer de... Et je leur dirais, pourquoi faire couler des vies humaines, du sang humain? Pourquoi détruire des vies humaines quand je sais que la conquête militaire que je ferai ne sera bâtie que sur l'injustice et qu'en tout état de cause, ni politiquement ni militairement, elle ne sera suivie dessus. Le Maroc, pour sa part, n'entend répondre à cette attaque traîtresse, à cette attaque qui ne ressemble pas et qui n'a jamais ressemblé au génie de l'Afrique du Nord,
car les Africains du Nord ont toujours été des hommes et des lions, ils n'ont jamais été des chacals. Le Maroc ne répondra pas à une traîtrise par une félonie. Figuig, voilà donc un nouveau mot, un nouveau nom à ajouter au lexique du drame international. Car n'en doutant pas, la polémique passionnée autour de Figuig va se poursuivre. Aux accusations du roi Hassan II, qui accuse les Algériens d'avoir violé eux-mêmes le cessez-le-feu en attaquant à Figuig, le président Ben Bella, dans une autre conférence, a déjà répondu, le 1er novembre exactement, en disant « Il y a plus d'une semaine que nous étions à Figuig ». Eh bien là, pour une fois, Saint-Colonne va verser une pièce, sans prendre parti, va verser une pièce à ce dossier de Figuig dont on n'a pas fini d'entendre parler. Pourquoi? Pour une raison très simple. M. Ben Bella a dit « Il y a plus d'une semaine que nous sommes à Figuig ». C'était le 1er novembre. En faisant un calcul, on arrive donc à la date du vendredi 25 octobre. Or, le samedi 26 octobre, nos reporters, Pierre Koralnik et Pierre Mignot, eux aussi, se trouvaient à Figuig. À quelle époque exactement êtes-vous arrivé, Pierre Mignot? Eh bien, nous sommes arrivés à Figuig dans la matinée du samedi 26 octobre. Nous étions transportés par l'armée marocaine. J'ai été reçu par l'officier marocain commandant la place. Je l'ai interviewé dans cette sorte de no man's land longue d'à peu près 2,5 km qui séparait à l'époque les positions marocaines des positions algériennes. Nous étions à proximité du barrage de barbelés implanté par l'armée française. Certes, à l'œil nu, on pouvait voir sur la piste menant à Colombéchard circuler les véhicules militaires algériens. À la jumelle, on pouvait voir sur la colline qui est au-delà de Beni Ounif ce que les officiers marocains m'ont assuré être des pièces d'artillerie, d'ailleurs très soigneusement enterrées et camouflées. Mais enfin, une chose est certaine, lorsque nous avons quitté Figuig dans la soirée de ce samedi 26 octobre, l'armée marocaine tenait et défendait Figuig. Le lendemain, vous étiez où? Le lendemain, nous étions à Bouarfa, où d'ailleurs nous avions passé la nuit. Bouarfa, c'est à quelques 120 km à l'ouest de Figuig. Cela constituait en quelque sorte la base opérationnelle. Par le terrain d'aviation de Bouarfa devait arriver ravitaillement, munitions, éventuellement renforts. J'étais quelque peu rivé au téléphone parce que je tentais de joindre Rabat, de joindre Marrakech, et j'ai été amené à recevoir plusieurs appels qui étaient en fait destinés aux forces armées. Parmi ces appels, 2 au moins provenaient de Figuig. J'ai appelé un officier marocain, j'ai assisté à la conversation. Eh bien, il s'agissait de communication de service et à aucun moment de l'appel d'une garnison signalant qu'elle était attaquée et a fortiori réclamant des renforts. Autrement dit, il en ressort que le dimanche 27, c'est-à-dire plus de 48 heures après la date indiquée par M. Ben Bella, il n'y avait pas d'Algériens à Figuig. Très certainement. Eh bien, voilà un témoignage que nous versons au dossier. Nous allons maintenant le verser en images. Volons vers Figuig. Oui, au petit matin de ce samedi 26 octobre, nous avons volé en direction de Figuig. Figuig, 4 à 5 000 habitants, 15 000 avec les hameaux d'alentour. Figuig que, selon un tracé frontalier sur lequel au moins toutes les cartes sont d'accord, l'Algérie entoure sur 3 côtés. Alors c'est là le point limite où nous puissions avancer. Oui, pour le moment. Si on essayait d'avancer plus loin, qu'est-ce qui arriverait? Eh ben, on risque de recevoir évidemment des... C'est-à-dire on risque de nous taper dessus, qu'ils nous tapent dessus des Algériens. À quelle distance sont-ils à peu près là? Ils sont à 600 mètres. Et les troupes marocaines sont de l'autre côté? Sont bien loin, ils sont à 2 km d'ici. En somme, nous sommes dans le no man's land. Eh bien, ce n'est pas un no man's land, mais tout simplement nous évitons qu'il y ait évidemment des incidents. En somme, à Figuig, il y a cette petite garnison qui n'a pas été augmentée depuis le début des incidents. Eh bien, bien après les incidents, qu'une garnison s'est implantée ici et qui n'a jamais été renforcée. Il y a des volontaires aussi. Nous en avons beaucoup, heureusement. Combien environ? Eh bien, pour le moment, nous avons à peu près 500, disons.
arrondi, chiffre arrondi. Chez ces volontaires, le nationalisme se mêle à un goût atavique de la guérilla. Ils s'excitent mutuellement et rivalisent d'imagination. Vive Figuig, vive Hassan II. Tu n'as pas honte, Ben Bella, âme de fourbe, que le feu de la forge te brûle les entrailles. Parmi eux, un certain nombre vivaient en terre algérienne. Le gouvernement d'Alger les a expulsés. Je suis étudiant, Vous vous êtes présenté comme volontaire pour assurer la défense de la frontière? oui, Pourquoi? parce que nous sommes privés de nos propriétés, parce que depuis les Phéniciens, cette terre nous appartenait. Et que la France aussi, le colonialisme français, nous a privés de cette terre. Et puis nous avons attendu l'indépendance de l'Algérie pour que nous puissions entrer dans cette terre. Pour vous, les Algériens, Oui. c'est l'ennemi ou c'est une population frère? Non, encore avant, c'est des frères. Et pour cette fois-ci, ils sont plus que les ennemis. Ça a été une surprise? Oui, ça a été une surprise. Parce que nous ne croyons pas, qu'on arrive dans cette agression. Et qui rendez-vous responsable? Le peuple algérien tout entier ou ses gouvernants? Les dirigeants, les responsables. Nos frères algériens, c'est pas eux qui sont les responsables, c'est les dirigeants qui sont les responsables de l'agression. Vous pensez pas que les Algériens pensent un peu la même chose du Maroc? Il y a des bons et des mauvais partout. J'étais en Algérie, j'étais à Colombichard, je fais tout le service du barrage en Algérie. Je suis toujours vrai Marocain. Pendant tout le temps que vous êtes resté en Algérie, vous vous sentiez sur une terre étrangère? Oui, je suis toujours un étranger chez les Algériens, malgré j'ai insisté de travailler avec eux, j'ai donné la main à avoir tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expulsé au bout de 48 heures, 28 heures, 24 heures, à laisser derrière moi 15 millions de biens. Depuis 17 ans que vous étiez à Béchar, vous entreteniez de bonnes relations avec la population algérienne? Et oui, j'ai travaillé encore avec eux, mais j'ai donné l'argent et tout ce qu'il faut, mais quand même, je suis marocain. Ils disent que c'est un Marocain. Alors vous êtes donc venu ici et vous vous êtes proposé comme volontaire? Et parfaitement, je suis venu volontairement pour défendre notre terre. Ces volontaires sont le symbole de ce que le gouvernement marocain nomme un élan d'unanimité nationale. Quelle est dans ce contexte la situation d'une opposition de droite qui jusqu'ici dénonçait la modération du roi à l'égard des problèmes frontaliers? Alal El Fassi, président de l'Istiklal, vous parle. Nous sommes à côté de Sa Majesté parce qu'elle représente pour nous le symbole de l'unité de notre pays. Et parce qu'aussi, elle lutte au nom du peuple marocain pour la libération des territoires marocains qui sont attachés à l'Algérie et ou à l'autre territoire qui est attaché à autre fédération d'anciennes colonies françaises. À l'autre extrémité de l'éventail politique, où en est une opposition de gauche à qui le régime, depuis le mois de juillet, n'a pas ménagé les coups les plus durs. Monsieur Bouabid, ancien ministre, leader de l'Union nationale des forces populaires, répond. Eh bien, malheureusement, cette opposition de gauche est incapable aujourd'hui d'assumer ses responsabilités, comme on dit, nationales, puisque des centaines de ces cadres et des plus valables se trouvent aujourd'hui en prison. Pourquoi cela? Fort probablement parce qu'on veut obtenir d'eux une espèce de désaveu par rapport à un certain nombre de dirigeants de l'INFP qui se trouvent à l'extérieur.
pour montrer qu'il y a une unanimité nationale qui est faite dans ces circonstances. Je veux bien dire qu'il y a une unité nationale. C'est vrai, parce que le problème des frontières intéresse tout le monde. Selon le roi, il s'agit désormais beaucoup moins pour Ben Bella de régler un problème frontalier que de provoquer en quelque sorte un affrontement entre deux idéologies. C'est vrai, le roi l'a dit. Mais je pense qu'il s'agit là surtout de la part du pouvoir au Maroc d'un réflexe de défense. D'un autre côté, on prête aux Algériens, bien sûr, une certaine volonté expansionniste d'imposer une espèce de socialisme à l'ensemble de l'Afrique du Nord. Eh bien, nous, gens de la gauche au Maroc, qui sommes socialistes, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que l'Algérie puisse avoir de telles prétentions. Il n'y a pas de révolution importée. Nous avons des problèmes intérieurs, et c'est au Maroc même, dans le cadre même du Maroc, que nous aurons à régler ces problèmes. À Casablanca, à Rabat, c'était sinon l'indifférence, du moins le calme. Seul, pendant que nous y étions, Marrakech a connu une énorme manifestation populaire. Invective à l'égard de Ben Bella, en fatigue profession de loyalisme envers le roi, ils étaient de 50 à 100 000, venus dans l'espoir de voir leur souverain, car Hassan II, pour se rapprocher de la zone des combats, venait de transférer son quartier général dans la capitale du Sud. Pourriez-vous, Majesté, définir la position du Maroc dans le conflit qui l'oppose actuellement à l'Algérie? Eh bien, la position du Maroc est une position essentiellement défensive, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. Dans ce sens qu'il s'était établi une sorte de cohabitation de fait entre les Algériens et les Marocains tout au long des frontières, cohabitation de fait à laquelle nous aurions voulu mettre un terme par l'ouverture du dossier sur le contentieux frontalier. Contentieux qui n'a jamais été méconnu ni de la part des Algériens ni de la part des Marocains. Malheureusement, il se trouve que le gouvernement algérien a préféré recourir à une autre forme de discussion. Et il y a eu l'attaque du poste de Hassi-Beida, que vous connaissez. J'ai quand même essayé, comme je l'ai dit au cours de ma conférence de presse, de gagner 24 heures, 48 heures pour voir si vraiment les intentions du gouvernement algérien étaient des intentions offensives ou si le gouvernement s'était trouvé devant un fait accompli. Malheureusement, la réponse qui m'a été faite, tant dans sa forme que dans son fond, ne me laissant pas d'autre solution que celle de l'emploi de l'armée royale pour la récupération des postes d'Hassi-Beida de Tinjoub. Les ordres ont été donnés de faire ce qu'il y avait eu lieu de faire, et la suite, vous la connaissez. Dans cette conférence de presse, vous avez affirmé, Majesté, qu'aux yeux du président Ben Bella, il s'agissait désormais moins d'un problème de frontières que de l'antagonisme de deux idéologies. Pensez-vous qu'il y ait antagonisme entre deux idéologies? Je n'ai jamais personnellement fait de procès d'intention à qui que ce soit. Et je me garde toujours, quant au jugement que je peux porter, qu'il soit d'ordre privé ou d'ordre public, de laisser parler ma subjectivité. Or, il se trouve que dans l'état actuel du conflit, c'est le président Ben Bella lui-même, sa presse et sa radio, et nous savons quel contrôle il impose à ces deux moyens d'expression. C'est le président Ben Bella, donc la presse et la radio algérienne, qui ont elles-mêmes déclaré spontanément que le problème n'était pas un problème de frontières, que ce n'était pas un problème entre Ben Bella et Hassan II, mais que c'est un problème entre deux idéologies. Il est certain que si on met le débat sur ce terrain, il sera
difficile de lui trouver une solution rapidement. Et alors, dans cette perspective, que deviennent dès lors les chances d'unification du Maghreb? Alors je pense que les chances d'unification du Maghreb, c'est de se rallier à la thèse de la tolérance. Jamais le Maroc n'a jeté d'exclusive contre aucun régime. Par contre, celui du président Ben Bella ne peut pas admettre une monarchie constitutionnelle à ses côtés. De ce fait, c'est le plus tolérant qui, en principe, devrait être écouté. Que convient-il de penser, selon vous, Majesté, de l'attitude en face de cette crise de l'Égypte et du président Nasser? Pour le moins que je puisse dire, c'est que de la part d'un homme ayant l'expérience du président Nasser, c'est que dans le conflit algéro-marocain, il a agi avec beaucoup de légèreté. Et en termes diplomatiques, le mot légèreté est très lourd. Pierre Millot, ce reportage, votre reportage appelle une question. On voit des volontaires, vous avez montré des volontaires, on ne voit pas l'armée royale. Où est-elle? Pourquoi? Eh bien oui, c'est vrai, enfin c'était vrai pour Figuig. Compte non tenu des volontaires, le gouvernement marocain volontairement ne maintenait à Figuig qu'une petite garnison aux effectifs assez modestes et assez largement disséminés. Pour ne pas provoquer un nouveau point de tension, le gros des forces armées marocaines était alors concentré beaucoup plus au sud, où nous les avons vus, dans la région d'Assibeïda et de Tinjoub, qui étaient alors les points chauds. Merci. Michel Péricard, vous avez vécu ces dernières semaines la guerre du côté algérien. Est-ce que ce qu'on a vu en Algérie pendant ces semaines ressemble à ce qu'on vient de voir au Maroc? Les images ressemblent bien sûr, mais la plupart sont différentes. De cette différence même, d'ailleurs, qui s'accentue entre le Maroc et l'Algérie, dont il n'est pas étonnant de voir aujourd'hui qu'elle a tourné cette différence à l'hostilité. Mais je ne vous parlerai pas de l'atmosphère à Alger, nous la verrons tout à l'heure dans ce reportage. Mais je voudrais apporter aussi un témoignage, si vous le voulez, et vous dire à quel point une chose est surprenante pour l'observateur, c'est l'impréparation des Algériens en face de cette guerre. Impréparation psychologique d'abord, et quand on sait l'importance qu'ont les moyens d'expression dont on parlait à l'instant dans la politique du gouvernement algérien, on se demande pourquoi les esprits algériens n'avaient pas été préparés à la guerre. Et impréparation militaire aussi, ce que nous avons vu, nous, avec combien de difficultés, car nous filmions sans autorisation souvent des militaires partant pour le front en chaussures basses, ce qu'ont vu les premiers observateurs sur le front même, où aucune intendance n'était prévue, aucun ravitaillement en eau, c'est le Sahara pourtant, aucun poste sanitaire, montre que les Algériens, je ne peux pas dire, ne voulaient pas cette guerre, ce n'est pas à moi d'en décider, mais ça montre en tout cas qu'ils ne s'y attendaient sûrement pas, et qu'en tout cas, ils ne s'y étaient pas préparés. Michel Péricard, merci. Bien, nous allons franchir à nouveau cette fameuse frontière et regarder maintenant la guerre du côté Algérie. L'aggravation soudaine des escarmouches dans la zone contestée obligea le commandant en chef, le mystérieux colonel Boumedienne, que personne ne peut approcher, à acheminer rapidement des troupes au Sahara. Des troupes seulement, car les MiG qu'un destin ironique a fait offrir par le Maroc à l'Algérie indépendante il y a 1 an ne peuvent être utilisés. Le commandement français de l'aérodrome de Colombéchar n'a autorisé que les mouvements d'avions civils. Et Colombéchar, c'est loin du front. L'avion devra faire encore 700 km en direction du sud. Et une fois posé sur la piste incertaine de Timfouchi, les combattants marcheront 30 à 40 km avant d'arriver dans la région des combats.
Un décor déconcertant pour ces Junouds, on les appelle toujours ainsi, anciens combattants des maquis de montagne pour la plupart, qui sont livrés pour la première fois à un combat face à face, un combat dans le désert. L'enjeu de ces combats, un minuscule point d'eau que ne peuvent même pas utiliser les adversaires. La route de ce qu'il faut bien appeler le front, d'autres la parcourent en sens inverse. Pour ceux-là, la guerre est terminée. L'adversaire n'a pas seul causé ses souffrances. Le feu du ciel saharien, en chauffant à rouge les canons d'armes dont ils ne savent pas toujours très bien se servir, a cruellement brûlé aux mains de nombreux combattants. À Colombéchar encore, l'hôpital le plus proche, sont soignés là, blessés algériens et prisonniers marocains. L'un de ceux-ci nous raconte sa guerre. Où est-ce que vous avez été blessé? À Hassit el-Baïda. À Hassi Beïda? Oui. C'est un territoire algérien. Ça, moi, je ne sais pas si c'est un territoire marocain ou algérien. Moi, je suis arrivé le jour où on a été attaqué, le 8 octobre. Est-ce que vous saviez où vous alliez et pour quelle raison? On est parti pour monter la garde comme avant. Lorsque moi je suis arrivé le jour où était l'attaque, avant l'attaque d'1h moins quart. Alors j'ai entendu notre Mokhazni qui nous dit, il y a un capitaine de l'armée algérienne qui s'est présenté au bivouac pour nous dire qu'il faut qu'il se déménage de... Est-ce que les gradés savaient s'ils étaient, eux, en territoire algérien ou en territoire marocain? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas s'ils savent ou s'ils ne savent pas. Quant aux morts, leur nombre est impossible à connaître. Au premier, tués en Kabylie ou tués à la frontière, Alger a fait des obsèques solennelles. Le président Ben Bella y assistait. La population aussi. Elle est ainsi prise à témoin de ce que l'on appelle là-bas les crimes des impérialistes. C'est que pour Ben Bella, la guerre se fait aussi par l'action psychologique. Et sur le forum, il s'en prend au plus proche ministre du roi Hassan. Je dis à M. Guédira, à M. le ministre Guédira, qui a annoncé l'occupation de Hassi al-Baïdaï de Tinjoub, défendu par nos 400 soldats qui s'est tenté que ces informations sont fausses, car Tinjoub et Al-Baïda sont entre les mains de l'armée de libération nationale. La presse est aussi mobilisée. Par précaution, les journaux étrangers, français surtout, sont interdits. Un seul a trouvé grâce devant les censeurs algériens. Pendant ce temps, les organes locaux se déchaînent contre le Maroc, entretiennent l'exaltation des volontaires qui affluent au centre de recrutement, donnent de rares nouvelles des combats et vilipendent la monarchie marocaine. Mais le ton de la presse d'Alger n'est encore rien à côté de celui adopté par la radio entre deux hymnes militaires. La mobilisation du peuple algérien saura mettre un terme aux menées impérialistes des puissants féodaux marocains qui, dans l'inquiétude où ils sont de voir leur peuple les renverser, n'ont pas hésité à attaquer l'Algérie. La monarchie marocaine n'a plus sa place dans le concert des nations africaines. Elle sait que son pouvoir ne repose que sur les forces impérialistes. Les dirigeants féodaux de Rabat, reniant les décisions prises à Bandung, au Caire et à Addis Abeba, font volte-face, mettent leur âme à nu, une âme qui n'est pas belle à voir. Un jour, le Maghreb se fera. Rabat sera toujours Rabat, mais les hommes qui régneront sur les destinées du pays frère seront issus du peuple, du vaillant peuple marocain.
Le Maghreb arabe se fera à la barbe de tous les gros bourgeois algériens et des féodaux marocains. Aucun roi, aucun roitelet, aucun oiseau, aucun oisillon de mauvais augure ne freinera nos deux peuples dans leur marche vers l'édification d'une société humaine et unie comme les doigts de la main. Le climat de la guerre a précipité l'évolution de l'Algérie vers un style qui fait penser à celui de Cuba. Défilés de volontaires, adoption du treillis par tous les militants et tous les responsables, ministres y compris, banderoles et affiches qui rappellent à tous, Algériens ou visiteurs, les mots d'ordre permanents de la révolution socialiste et les slogans anti-marocains de circonstance. La capitale, cependant, paraît calme, paisible. Cette impression est-elle fondée? À l'université, nous sommes allés le demander à des étudiants algériens. Et par exemple, les événements qui se passent en ce moment à vos frontières, ça vous inquiète beaucoup? Bien entendu, c'est évident que ça m'inquiète. Étant donné que l'histoire des frontières ne peut me laisser indifférent. Vous pensez que ce que vous appelez l'agression marocaine est injustifiée, hein? Justifiée ou injustifiée, pour nous, nous ne voyons pas pourquoi les frontières ont été respectées tant que la France était là et que maintenant, ils nous prennent Tindouf. Toutes les richesses, ou la plupart des richesses sahariennes sont accumulées là-bas. Point de vue fer, par exemple, je ne vous apprends rien. Est-ce que ça vous choque pas un peu, cette lutte entre deux peuples du Maghreb? Ça choque d'autant plus que c'est des pays qui, soi-disant, ont combattu ensemble pour la liberté. C'est une agression, c'est un crime. Vous croyez qu'il en restera quelque chose entre vous et les Marocains qui... On n'en veut pas aux Marocains. On en veut surtout à la monarchie et non pas aux Marocains. Je pense, oui, que la responsabilité est celle du régime et non pas celle du peuple. Vous croyez que c'est plus une opposition entre, par exemple, deux régimes qu'une opposition pour véritablement un tracé de frontières? Je pense, oui. Les Marocains installés en Algérie ne croient-ils pas à cette distinction entre la monarchie et le peuple? Ils se bousculent en tout cas devant leur consulat pour obtenir un rapatriement rapide. Ils craignent, eux, que le conflit dure longtemps. Et le président de l'Algérie, lui, que pense-t-il de tout cela? Nous sommes naturellement allés le lui demander. Monsieur le Président, je voudrais d'abord vous demander, s'il vous plaît, de nous faire rapidement l'historique des événements qui ont amené cette détérioration des rapports entre l'Algérie et le Maroc. Eh bien, l'historique, je crois que on peut résumer cela ainsi. Nous avons appris que deux postes en territoire algérien avaient été occupés à El-Baïda et Tindouf, à 50 km à l'intérieur du territoire algérien. Nos troupes ont intervenu normalement, comme ils font d'ailleurs assez souvent avec les troupes marocaines. Et ordinairement, les choses se passent, sinon amicalement, du moins correctement, raccompagnent ces troupes jusqu'à la frontière. Malheureusement, ce jour-là, tel n'a pas été le cas. Au moment où nos troupes sont intervenues, il y eut échange de coups de feu. Pour nous, c'est très simple. On a voulu nous mettre devant le fait accompli. Et on a compté sur le nombre d'avions et de chars et de moyens que nous n'avons pas, bien sûr, car nous sommes indépendants depuis un an. Nous n'avons pas beaucoup pensé à acheter des avions ni des tanks. Nous avons pensé à faire autre chose. Nous nous sommes occupés de l'autogestion, nous sommes occupés de mener une action que nous estimons plus valable. Une action en profondeur pour changer les structures de notre pays. Vous dites aussi, je crois, qu'il y a un conflit idéologique également entre un régime monarchique, traditionnel, et un régime socialiste. Nous pensons que cela aussi entre en ligne de compte. Je vous cite un exemple. À la frontière marocaine, eh bien, prenez la frontière de ce côté, ben, c'est l'autogestion. À 500 mètres au-delà, c'est le régime du Pacha, du Caïd, et c'est le régime du Moyen-Âge. Voilà la réalité. Et la frontière, c'est une notion abstraite. Elle n'existe pas sur le terrain. La nature n'a pas créé de frontières. Et les hommes suivent la nature.
Et donc, c'était une situation qui ne pouvait pas ne pas devenir gênante pour nos amis en face. Vous recherchez, je crois, un arbitrage dans ce conflit, et il semble que vous ayez préféré un arbitrage du Maghreb ou un arbitrage de la Ligue arabe. Vous ayez préféré nettement un arbitrage africain, un arbitrage de l'organisation d'Addis Abeba, je ne me trompe pas? Bien, nous avons cherché cet arbitrage car cela correspond à nos options. Notre option fondamentale est une option africaine sur le plan extérieur. Nous venons de participer à la conférence d'Addis Abeba, de signer, d'accepter la charte d'Addis Abeba. Nous pensons que c'est le cadre le plus naturel pour résoudre ces problèmes. Car il y a ceci, il y a que le problème posé actuellement intéresse toute l'Afrique. Car des mêmes problèmes existent un peu partout en Afrique. C'est le problème des frontières. Nous estimons que si nous devons accepter un cadeau du colonialisme, même un mauvais cadeau, c'est celui des frontières. Car si nous n'acceptions pas cela, si par référence à l'histoire, on voulait justifier l'existence d'un pays en refaisant la carte, en retouchant à la géographie, enfin aux frontières qui existent actuellement, eh bien ce serait un précédent grave pour tous les pays, notamment pour l'Afrique. Et nous voudrions qu'à travers notre problème, une fois pour toutes, que ce problème soit clarifié. Ce n'est pas le seul problème. La Somalie a des problèmes avec l'Éthiopie. Elle a des mêmes problèmes avec le Kenya. Le Togo a des problèmes. Le Maroc a des problèmes avec l'Algérie, mais il les a avec la Mauritanie, il les a avec le Mali. Vous voyez la carte d'Al al-Fassi. La carte d'Al al-Fassi, eh bien, elle supprime tout simplement le Mali de la carte de l'Afrique. Elle va chercher les frontières sud du Maroc, eh bien, à Saint-Louis du Sénégal. Lorsque l'explosion de Reagan a eu lieu, la dernière, le Maroc a protesté auprès de la France parce que l'explosion a eu lieu sur son territoire et nous a demandé de nous associer à sa protestation. Donc le plus important pour vous, c'est que ce problème des frontières avec le Maroc et d'une façon générale en Afrique soit réglé définitivement et non pas que Sa Majesté le roi Hassan quitte le pouvoir au Maroc. Ce n'est pas ça le plus important. Non. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on nous fiche la paix. Je ne peux pas ne pas vous demander, Monsieur le Président, avant de vous quitter, comment vont les relations avec la France? Eh bien, se porte pas mal, avec des hauts et des bas, mais elles ne sont pas mauvaises. Elles demeurent correctes, malgré tout. Et je dois dire, elles demeurent correctes malgré ce qui se passe actuellement. Et justement, je suis heureux de pouvoir souligner combien nos relations n'ont absolument aucune façon été obérées par quelque action que ce soit précisément durant cette épreuve, durant des événements qui sont déroulés ces jours derniers, qui continuent à se dérouler. Si je vous comprends bien, vous voulez dire que la France a conservé la plus grande neutralité? Absolument. Vous en êtes content, bien sûr. Il reste, Monsieur le Président, qu'en France, on ne comprend pas, et vous le savez bien d'ailleurs, toujours ce que l'on fait ici, et on vous reproche souvent, plus que les mesures que vous prenez, la façon dont vous les prenez. On trouve certaines expressions, certaines propagandes, certains gestes choquants, d'autant plus que le gouvernement français et le peuple français n'a jamais manifesté d'hostilité en face de votre expérience socialiste. En tout cas, je puis dire ceci, c'est que nous n'avons pas du tout l'intention d'être choquants quand nous prenons ces mesures. Et simplement ceci, c'est que chez nous, il faut absolument régler certains problèmes, et les régler rapidement. Les régler en fonction d'une gestation politique qui se fait, qu'il faut les régler dans leur temps aussi. Quelquefois, bien sûr, cela peut paraître choquant de prendre des mesures rapides. Quand on mange bien, quand on se remplit le ventre bien, on n'est pas pressé. Ici, beaucoup de gens ont faim, beaucoup de gens ont des problèmes qui sont posés et qui voudraient les voir réglés. Et c'est ce qui explique très souvent notre action n'est pas très bien comprise. Le reste, bien, peut-être qu'on estime que ce style peut choquer, mais je pense qu'on ne doit pas tenir compte de cela, que cela est secondaire au fond.
et que ce qui compte, ce sont les intérêts réels, véritables de la France. Non pas les intérêts privés de tel ou tel, mais les intérêts réels de la France. Et cela, sincèrement, nous faisons tout pour qu'il soit sauvegardé, car nous estimons que cela n'est pas seulement l'intérêt de la France, mais aussi notre intérêt. On vous prête des intentions. On dit par exemple, on entend dire en France que vous voulez dénoncer les accords d'Évian, vous voulez nationaliser les pétroles. Est-ce que tout cela est fondé ou Je n'ai jamais dénoncé les accords d'Évian. J'ai dit que les accords d'Évian ont été conçus dans des conditions, ont été le fait d'accords circonstanciels. Qu'il fallait les faire et qu'il était sage de les avoir fait à ce moment-là. Mais il faut reconnaître qu'ils ont été le produit des circonstances particulières. Il fallait faire la paix à tout prix. Car il y avait un drame qui existait dans ce pays, il fallait absolument qu'un accord intervienne. Et personnellement, je suis le premier à avoir apporté mon accord à ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire que, obligatoirement, ces accords sont ce qu'il y a de mieux pour régir des rapports durables entre deux pays. Il n'est pas question, maintenant pour la seconde question que vous avez posée, il n'est pas question pour nous de nationaliser les pétroles. Nous estimons qu'on a fait la portion congrue à l'Algérie, et précisément en raison de ces circonstances exceptionnelles. Et nous estimons quand même qu'il faut aussi revoir cela. Mais il n'a pas été question, et il n'est pas question de nationaliser les pétroles.